Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Les périodes sensibles de l'enfant, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une expression issue du jargon Montessori ? Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus ancien que ça, et il s'agit d'un phénomène scientifique, qui n'existe d'ailleurs pas que chez les enfants. Alors je vous propose d'aller voir ensemble, aujourd'hui, de quoi il s'agit, avant de détailler les 6 périodes sensibles que Maria Montessori avait observées chez les enfants entre 3 et 6 ans, et de voir ensuite comment repérer ces périodes sensibles pour réussir à proposer les bonnes activités au bon moment. Pour vous aider à comprendre ce que sont les périodes sensibles, pensez à toutes les fois où votre enfant fait des choses bizarres, comme monter et descendre 20 fois de suite le même escalier, ou nous montrer 50 fois la même image pour qu'on répète « chat ». Oui, c'est un chat. C'est toujours un chat. Oui, chat. Vous avez sûrement déjà saturé si ça vous est arrivé. Et puis les enfants font d'autres choses bizarres qu'on a du mal à s'expliquer. Ça m'est arrivé un jour où j'ai retrouvé un bol que j'avais laissé traîner dans le salon, mystérieusement posé par terre dans la cuisine. Et nous allons donc un peu enquêter pour comprendre ce que ce bol faisait là, par terre, dans la cuisine. Tous ces comportements un petit peu bizarres et excentriques, on pourrait les mettre sur le dos de l'infantilité, penser qu'il s'agit d'un jeu d'enfant ou d'une façon d'attirer notre attention. Mais si on cherche un petit peu plus loin, c'est là qu'on va mettre le doigt sur ce phénomène incroyable découvert par Maria Montessori, les périodes sensibles. À la base, curieusement d'ailleurs, tout part de l'étude des plantes, et plus particulièrement de ce qu'on appelle leur tropisme. Tropisme, je suis consciente que c'est un mot un petit peu barbare, mais en fait ça désigne un phénomène que tout le monde connaît. C'est la tendance pour les plantes à se développer dans une direction qui est bonne pour elles. Par exemple, les tournesols qui se tournent vers le soleil, ou alors des racines qui vont s'étendre dans la direction où elles pourront capturer plus d'eau et de nutriments. Vous avez sûrement déjà vu des arbres complètement déformés dans les régions venteuses. Et parfois on s'imagine que c'est le vent qui tord les branches, alors qu'en réalité, ce sont les branches qui poussent dans le sens où le vent risquera moins de les casser. Et d'autres plantes, par exemple les plantes rampantes ou grimpantes, vont pousser dans la direction où elles recevront le plus de lumière. De nombreux scientifiques, et en particulier Jacques Loeb, qui était un biologiste allemand de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc contemporain de Maria Montessori, se sont ensuite intéressés à l'étude des tropismes chez les animaux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un mystère parce que dans son livre L'enfant, Maria Montessori évoque le nom d'Hugo de Vries, je crois qu'on le prononce comme ça, mais il me semble qu'il s'agit d'une erreur de sa part, parce que Hugo de Vries était un botaniste, et je n'ai trouvé nulle part dans mes recherches qu'il s'était intéressé aux animaux. Alors est-ce qu'elle a confondu avec Jacques Loeb ? En tout cas, moi je vous propose de rendre à César ce qui est à César, et c'est apparemment Jacques Loeb, et non Hugo de Vries, qui a établi un parallèle entre l'attraction des plantes vers la lumière, l'attraction des plantes pour la lumière plutôt, et celle des chenilles, toujours pour la lumière. Et Jacques Loeb était convaincu déjà à l'époque que ces tropismes guidaient non seulement des espèces végétales ou animales dont le comportement était limité, par exemple les plantes qui ne peuvent pas se déplacer n'importe où, elles peuvent simplement pousser dans une direction ou une autre, mais que ça pouvait aussi guider des animaux au comportement très complexe et jusqu'à l'homme. Un autre chercheur, Konrad Lorenz, qui lui a fait ses recherches plutôt dans les années 30, donc très peu de temps avant la publication de L'enfant de Maria Montessori, où elle évoque ce thème des périodes sensibles. Konrad Lorenz donc avait réalisé une expérience qui était assez cocasse pour mettre en évidence
un phénomène qu'on appelle l'imprégnation des oisons. C'est-à-dire l'espèce de lien intense qu'on appelle empreinte, qui se crée au moment de la naissance entre un oison et la première chose mobile qu'il voit. Normalement, cette première chose mobile qu'il voit, c'est sa mère, et donc tout va bien, il crée un attachement de cette façon-là. Mais Lawrence s'est arrangé pour être le premier être vivant que les oisons voyaient au moment de leur naissance. Et il est donc devenu en quelque sorte leur mère adoptive, leur figure d'attachement. Et partout où il allait, il se retrouvait suivi de toute une nichée de petits oisons. Je vais dire une photo comme ça de Konrad Lorenz suivi des petits oisons. C'est adorablement mignon. Mais maintenant que vous voyez un petit peu d'où vient cette notion de période sensible, de période critique, de tropisme, il va falloir nuancer un petit peu au niveau du vocabulaire. Parce que là où les botanistes, eux, parlaient de tropisme, c'est Lorenz qui a introduit le terme de période critique. Et Jacques Loeb, lui, qui a travaillé sur les chenilles, Jacques Loeb, lui, parlait indifféremment de tropisme ou de période sensible. Et cette variation dans les termes a son importance. Donc désolé si c'est un petit peu ardu, c'est une notion de vocabulaire, mais ça va nous aider à mieux comprendre ensuite ce que sont les périodes sensibles chez l'enfant et de comprendre que ce ne sont pas toujours des périodes critiques. Ça va être très important pour ne pas se décourager, vous allez voir pourquoi. Quand on parle de tropisme, on parle seulement d'une tendance ou d'une attirance pour une direction particulière. En revanche, dans les expressions période critique ou période sensible, la notion même de période implique que cette attirance va être limitée dans le temps, elle n'est pas perpétuelle. Et cette période va permettre un apprentissage spécifique. Durant un temps donné, l'animal, l'être humain, va être sensible à certains stimuli extérieurs qui vont l'attirer et entraîner chez lui certains comportements. Par exemple, lorsqu'elle est jeune, la petite chenille est attirée par la lumière et donc elle se déplace sur la branche jusqu'à son extrémité, là où elle va trouver des feuilles suffisamment tendres pour qu'elle puisse les manger, parce qu'elle est encore petite. Et pour reprendre l'exemple de Lawrence et de ses oisons, juste après la naissance et pendant un très court moment, les oisons sont attirés par ce qui bouge. Ils ont un tropisme pendant une période très courte. Et ils s'attachent immédiatement à cet objet qu'ils voient en premier. Et ça leur permet donc de créer un lien très fort avec leur maman, ou le cas échéant avec un scientifique un petit peu trop curieux. Et ils n'auront plus qu'à suivre l'exemple de cette figure d'attachement pour survivre ensuite. Et c'est là que l'expression de période critique insiste davantage sur le fait que si l'apprentissage n'a pas lieu durant cette période, il sera très difficile, voire impossible plus tard. Les oisons peuvent s'attacher à leur mère bien après leur naissance, mais ce lien sera beaucoup plus ténu que s'ils avaient pu s'imprégner en sortant de leur coquille. Il y a un spécialiste de la question des périodes sensibles chez les animaux, Patrick Bateson, qui prend cette métaphore pour expliquer le phénomène des périodes critiques. Il compare ça à un voyage dans un train aux fenêtres obturées. Après un certain temps, qu'on appelle le temps de maturation, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et le voyageur, curieux, peut observer le paysage à loisir. C'est ce qu'on appelle la période d'explosion des apprentissages. Puis la fenêtre se referme, ou alors le voyageur a observé tout ce qu'il voulait et il se met à regarder ailleurs. Et la période d'apprentissage est terminée. Eh bien, dans un cas d'une période critique, une fois que la fenêtre est refermée, il est quasiment impossible d'apprendre. Et alors si on transpose tout ça aux êtres humains, là c'est Maria Montessori, à une époque où on ne parlait pas encore de ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité neuronale, donc de la capacité du cerveau à se former, à se reformer, à se déformer tout au long de la vie, et à créer de nouveaux réseaux. C'est Maria Montessori donc qui a observé et théorisé cette notion des périodes sensibles chez l'homme, et en particulier chez l'enfant entre 3 et 6 ans, même entre 0 et 6 ans. Et autour de cette tranche d'âge, cette première tranche d'âge qu'elle a étudiée de 3 à 6 ans, et elle s'est étendue un petit peu, elle a mis en évidence
6 périodes sensibles. Alors comme toujours, lorsqu'on donne des âges concernant des périodes de développement chez l'enfant, ce sont des âges indicatifs. Ça ne prend pas en compte aussi la longue période de maturation, le voyage dans le train avec les fenêtres fermées. Cette longue période de maturation qui peut précéder la période sensible. Et vous allez voir pourquoi, au niveau de la période sensible du langage, pourquoi on ne la prend effectivement pas en considération au niveau des âges que je vais vous donner. Donc voilà les 6 périodes sensibles que Maria Montessori a observées, sachant qu'il y en a encore une autre pour les enfants entre 0 et 3 ans. Il y en a une 7e qui est présente, mais qui disparaît avant 3 ans, qui intervient assez tôt. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, j'en parlerai sans doute un jour lorsque j'aborderai les périodes sensibles des bébés, des jeunes enfants, des très très jeunes enfants. Et puis il y a aussi des périodes sensibles différentes pour les enfants entre 6 et 12 ans, dont je vous reparlerai aussi une autre fois. Je pense que cet épisode va déjà être suffisamment long tel qu'il est. Donc voilà les 6 périodes sensibles que Maria Montessori a observées, parce que c'est passé par l'observation. La première période sensible, c'est celle du langage, entre 2 et 6 ans. Évidemment, comme je vous le disais, si on compte la période de maturation, il faudrait faire démarrer cette période sensible du langage dès la grossesse. Parce que dès le ventre de sa mère, l'enfant entend ce qui deviendra sa langue maternelle. Il entend la voix de sa mère et le langage qu'elle parle, la langue qu'elle parle. Mais cette période sensible pour le langage, elle se manifeste surtout entre 2 et 6 ans. Vous avez une période sensible de la coordination des mouvements entre 18 mois et 4 ans. Une autre pour le comportement social de 2 ans et demi à 6 ans à peu près. Une 4e pour le raffinement des sens entre 2 ans et 6 ans. Et rassurez-vous, je vais vous détailler un petit peu tout ça juste après. La période sensible des petits objets, qui est assez amusante, entre 2 et 3 ans. Et la période sensible de l'ordre de 0 à 6 ans. Alors certaines de ces périodes sont évidemment plus évidentes que les autres, comme celle du langage. Parce que tout le monde sait que les enfants, et les jeunes enfants en particulier, ont une espèce de prédisposition pour les langues. Et que ça fonctionne simplement par imprégnation. Ils commencent par apprendre leur langue maternelle, mais on voit bien que s'ils sont plongés dans un environnement bilingue, ou bien parce que leurs parents parlent 2 langues différentes, ou bien parce que leurs parents vivent dans un autre pays où on parle une autre langue, eh bien les enfants peuvent apprendre 2 langues à la fois, et ça ne leur pose pas de problème. Mais le langage, ce n'est pas seulement le langage oral. C'est vrai que nous vivons dans une société où on met l'accent sur l'écrit au moins autant, sinon plus, que sur la communication orale. Et donc les enfants se retrouvent aussi attirés par les lettres beaucoup plus tôt qu'on ne le soupçonne généralement. Parfois, certains enfants commencent à être attirés par les lettres dès 3 ans. Pour d'autres, ce sera vers 4 ans, 5 ans, ça peut venir plus tard, mais statistiquement, alors même si les garçons ont tendance à apprendre à lire et à écrire un peu plus tard que les filles, et encore une fois, statistiquement, on obtient des moyennes, mais il y a une variété très large chez les enfants, et certains sauront lire dès 4 ans alors que d'autres ne s'y intéresseront qu'à 6 ans. Mais en moyenne, on s'aperçoit que c'est une absurdité totale de faire attendre le CP pour proposer la lecture et l'écriture aux enfants. Ça n'est pas un hasard si autant d'enfants, et je rencontre tout le temps, j'ai encore eu le témoignage là d'une maman qui m'écrivait le week-end dernier pour me dire ça, qu'elle trouvait ça très dommage parce que son fils voudrait apprendre à lire, mais il est en moyenne section et ça n'est pas possible. On ne lui permet pas d'apprendre à lire. Tu verras ça quand tu seras plus grand. Ça me désespère parce qu'en fait, en faisant attendre les enfants, on rate souvent cette période sensible où ils s'y intéressent naturellement et où les apprentissages se font tellement plus facilement et rapidement. Pourtant, apprendre à lire et écrire, c'est difficile. Il faut passer par toutes les lettres de l'alphabet, apprendre leurs sons, apprendre leur graphie. C'est long, c'est pénible. Si on le fait en surfant sur la vague d'envie des enfants, alors c'est extraordinaire, ça avance tout seul. Alors que sinon, on se retrouve à ramer, à pédaler dans la choucroute, comme on dit, pour les aider à apprendre à lire et à écrire, parce que nous vivons dans une société où il faut savoir lire et écrire, ne serait-ce que pour vivre au quotidien. Et donc,
Vous savez, je pense si vous écoutez un petit peu ce podcast depuis quelque temps, je pense que vous savez à quel point je suis opposée à l'idée de pousser les enfants et d'essayer d'en faire des petits génies. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais à l'inverse, ça me désole de voir des enfants passionnés à qui on dit « tu verras ça plus tard ». Tu n'as pas l'âge. Et au final, quand ils ont l'âge requis, qu'ils arrivent en CP, on s'étonne de voir que ça ne les intéresse plus. Et on se plaint de la difficulté d'intéresser les enfants. Bon, je pourrais continuer là-dessus pendant des heures, mais passons à la deuxième période sensible, celle de la coordination des mouvements. Je pense qu'elle est assez évidente aussi pour tous ceux qui auront observé un jeune enfant. On voit bien que l'enfant se met à porter des charges très lourdes ou à monter et descendre 20 fois de suite un escalier. Les charges très lourdes, c'est ce que Maria Montessori appelait les activités d'effort maximal. J'ai fait un podcast là-dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher un peu dans le répertoire des podcasts. Et puis l'enfant peut aussi s'entraîner à sauter, à danser. Il aime les comptines gestuées, il répète les mêmes gestes sans cesse. Donc ça, je pense qu'on en est assez conscient. On voit comment cette période sensible de la coordination des mouvements se manifeste. La troisième période sensible, c'est celle du comportement social. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes enfants aiment tellement les jeux d'imitation. Et la différence est assez flagrante. Quand vous observez un enfant de 18 mois qui ne s'intéresse pas aux autres et qui joue généralement tout seul, et un enfant de 4 ans qui court et s'invente toutes sortes de jeux avec ses amis. Entre les deux, vous avez ce que j'aime appeler la phase de jeu parallèle, c'est-à-dire où les enfants jouent côte à côte, mais chacun a son jeu. Ils apprécient la compagnie des autres, mais sans jouer avec eux. Tout ça, ça demande un apprentissage, l'apprentissage des règles sociales. Et là aussi, c'est donc une période sensible pour l'enfant, période pendant laquelle cet apprentissage va être considérablement facilité. La quatrième période sensible, celle du raffinement des sens, est un peu plus discrète. Surtout, à mon humble avis, parce qu'on ne s'y intéresse pas tellement à l'école. En fait, à l'école, on s'intéresse beaucoup au visuel. Il faut que l'enfant en maternelle apprenne à reconnaître les formes et les couleurs. Et on oublie que nous sommes des êtres avec un petit peu plus de sens que ça. On n'a pas que la vue, on a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et que même dans le toucher, en fait, il y a beaucoup de subtilité. Dans le toucher, et c'est ce qu'on propose dans les activités de vie sensorielle Montessori, il y a le sens thermique. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Il y a le sens tactile le plus classique. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que ça pique? Il y a le sens barique. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Vous avez le sens stéréognostique qui permet à n'importe qui, en fait, un enfant, mais un adulte aussi, de reconnaître un objet sans le voir, simplement en le touchant. Donc en touchant un objet, je vois sa forme dans le cerveau. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens stéréognostique. Et voilà, vous avez donc bien d'autres sens que le sens visuel. Et heureusement, la pédagogie Montessori permet de développer tous ces sens, de développer le sens des dimensions aussi, etc. Et donc, en très peu de temps, dans cette période sensible du raffinement des sens, les enfants vont découvrir les goûts, les couleurs, les sons musicaux, le toucher, etc., etc. Et cette période sensible, elle se trouve entre 2 et 6 ans, donc c'est un petit peu le moment ou jamais d'aider l'enfant à développer ses compétences sensorielles. Quelque part, c'est une ouverture au monde. C'est ce qui lui permet de découvrir le monde, et je trouve que c'est merveilleux d'ancrer les enfants dans leur corps, de leur montrer qu'ils peuvent percevoir le monde à travers tous leurs sens, et pas seulement à travers la vue, et pas seulement dans des livres. Ça me rend absolument dingue quand on essaie d'apprendre, de faire découvrir le monde aux enfants uniquement à travers des imagiers. C'est très bien les imagiers, c'est très utile. Ça aide à développer le langage, c'est très riche. Mais ça n'est pas la première étape. La première étape, c'est de faire vivre l'enfant, d'abord dans son petit univers familier, chez lui, de lui faire découvrir ce qu'est une fourchette, et qu'une fourchette en métal, c'est froid, de lui faire découvrir le toucher du bois, de lui faire entendre le son de la fourchette sur l'assiette. Toutes ces expériences sensorielles vont venir enrichir l'idée de fourchette, l'idée d'assiette, l'idée de matière, de métal ou de bois. Et
L'enfant aura du coup une vision du monde, je trouve, beaucoup plus riche et évitera le danger, enfin ce qu'on observe chez beaucoup d'adultes aujourd'hui, qui sont parfois un peu désincarnés, qui ne sont plus du tout en contact avec leurs sensations corporelles, qui ne sont plus du tout ancrés dans leur corps. Heureusement, on revient un peu de tout ça et adultes, beaucoup de gens essaient de se reconnecter avec leurs sensations corporelles, de s'ancrer à nouveau dans leur corps. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile quand on le fait dès la petite enfance. 5e période sensible, et celle que je trouve peut-être la plus rigolote, celle qu'on repère assez facilement quand on la connaît, c'est la période sensible des petits objets entre 2 et 3 ans. Elle est relativement courte, mais c'est la période où typiquement, devant une image, le tout petit va aller pointer du doigt, par exemple, la minuscule coccinelle cachée derrière une feuille. Alors c'est le moment idéal pour jouer à Où est Charlie ou tous les livres de ce type-là, ou La famille où qu'il est, etc. Ou alors les enfants vont par exemple, lorsqu'ils font un trajet, s'intéresser aux moindres petits cailloux présents sur le chemin. Alors j'avoue que durant cette période de très grande attention portée aux détails, le moindre trajet à pied peut devenir assez éprouvant. Parce que, oh, une feuille, oh, une coccinelle, oh, une fourmi. Et il faut souvent prévoir un petit peu plus de temps pour permettre à l'enfant de s'arrêter davantage. Et c'est une richesse parce qu'il a tellement à découvrir pendant cette période. Justement, il va s'intéresser à tout ce qui est petit. Et il ne faut pas hésiter non plus à lui proposer de petits jeux avec de petits objets pour profiter de son attention, pour l'aider à développer sa motricité fine. Parce qu'il va s'amuser à attraper des petits objets avec 2 doigts ou 3 doigts. Donc c'est aussi un outil pour développer sa motricité fine. Profitez de cette période sensible des petits objets. Bon, et si jamais vous devenez vraiment dingue et que votre enfant n'arrive plus à avancer alors que vous devez être à l'heure à tel endroit, il y a toujours des petits jeux qu'on peut leur proposer pour les aider à les motiver à avancer quand l'heure tourne. Alors quand on est à la maison, souvent il suffit de jouer à se poursuivre. Oh, je vais t'attraper pour que tout le monde se mette à courir dans l'hilarité générale. Et puis sinon, quand vous êtes dehors, souvent il suffit d'une petite chanson et on n'a plus qu'à sautiller en rythme les uns à côté des autres. Avec une petite nuance là-dessus, je me suis retrouvée piégée 1 ou 2 fois en chantant Il était une bergère qui allait au marché. Parce que vous savez, à un moment, on dit 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Et à ce rythme-là, on n'avance pas beaucoup. Donc dans ce cas-là, petite astuce de maman de 5 enfants qui s'est fait avoir un paquet de fois, c'est que vous pouvez faire 3 pas en avant, et pour les 3 pas en arrière, vous vous retournez, et vous continuez du coup dans la même direction, mais à reculons. 1, ça fait rire les enfants, et 2, vous avancez quand même un petit peu plus vite, au lieu de faire du surplace. Bon, ça c'était une petite parenthèse autour de cette période sensible des petits objets, mais il y en a une autre, la dernière de celles que je vais vous exposer, mais évidemment, elles n'ont pas d'ordre particulier entre elles. C'est la période un peu plus mystérieuse de la sensibilité à l'ordre. Alors là, je vais peut-être vous surprendre, parce qu'en voyant l'état de la chambre de vos enfants, ça vous avait peut-être pas spécialement frappé. Mais en fait, si, entre 0 et 6 ans, les enfants passent par une période sensible de l'ordre. Et cette période, elle existe, je vous le garantis, je vous le promets, faites-moi confiance. Mais c'est vrai que nous avons souvent tendance à l'ignorer et à supposer qu'un petit enfant est totalement incapable de ranger. Alors que c'est tout le contraire, il a un besoin fondamental d'ordre. Très vite, par exemple, les enfants vont associer une place et un propriétaire à chaque chose. C'est ainsi que vous allez voir votre petit bout de chou vous apporter le portable que vous avez laissé traîner dans l'entrée. Ou votre paire de chaussons, parce que vous êtes resté en chaussettes au lieu de mettre vos chaussons en rentrant. Et c'est aussi la grande époque des alignements et des tris. Ça vous paraîtra parfois un signe de maniaquerie, mais rassurez-vous, votre enfant va très bien. Parfois, vous aurez l'impression que c'est farfelu, comme lorsque votre enfant va ranger, par exemple, toutes les pièces de Lego par couleur. Mais c'est un phénomène parfaitement naturel. Et vous apaiserez beaucoup votre enfant en l'aidant à garder son environnement sobre et épuré, et puis en facilitant le rangement.
Ça passe par un peu de minimalisme, par la rotation des jouets. Je vous explique comment mettre en place la rotation des jouets dans ma formation Aménager sa maison Montessori. Ça passe par de petits paniers pour les petites pièces, pour regrouper les petites pièces, etc. Et peut-être que vous vous souvenez de l'anecdote que j'ai mentionnée en tout début d'épisode où je vous disais qu'un jour j'avais retrouvé mon bol de céréales par terre dans la cuisine alors que je l'avais laissé traîner dans le salon. Et en bonne montessorienne, j'avoue que j'avais besoin de comprendre. Eh bien, il se trouve que ce bol, je l'avais effectivement laissé traîner sur la table basse. Et mon fils, qui à l'époque avait 2 ans, avait dû me trouver bien négligente et avait considéré que ce bol n'était absolument pas à sa place et qu'il devait donc aller dans l'évier, dans la cuisine. Mais comme l'évier était trop haut pour lui, qu'il n'avait pas de moyen de grimper là-haut, il l'avait gentiment posé devant en espérant que sa maman allait comprendre le message et arrêter d'être aussi... en arrêtant de mettre autant de bazar partout, pour ne pas dire un gros mot. Et c'est vrai que les enfants sont quelque part de vrais révélateurs de nos propres comportements. Parce que le jour où vous allez ranger une babiole à sa place et où votre fille viendra la reposer sur la table où elle était, ça m'est arrivé aussi, justement, c'est du vécu, vous allez réaliser qu'effectivement, en fait, ça fait 3 mois que cette babiole traîne à cet endroit-là, qui n'était pas à sa place, et donc, pour l'enfant, cet endroit est devenu sa place. Donc ça vous aide à prendre conscience des choses que vous laissez traîner peut-être un petit peu trop longtemps. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi en profiter pour demander à votre enfant de ranger tant qu'il aime ça. Il va acquérir des compétences du coup en rangement. Mais je préfère être honnête et vous prévenir, malheureusement, cette passion du rangement ne dure pas forcément toute la vie. Disons plutôt que si le besoin d'ordre est probablement toujours là, je pense que tout être humain a un certain besoin d'ordre, la flemme risque souvent de l'emporter, et en particulier chez un ado en pleine rébellion. Nos enfants ont pas mal grandi depuis, et s'ils pouvaient être maniaques lorsqu'ils étaient très jeunes, rassurez-vous, ils ne le sont plus du tout maintenant. Alors ces 6 périodes que je vous récapitule, donc la période sensible du langage, de la coordination des mouvements, du comportement social, du raffinement des sens, des petits objets et de l'ordre. Ces 6 périodes sensibles ne sont en fait que les périodes qui ont été observées par Maria Montessori. Et en fait aujourd'hui, avec toutes les recherches en psychologie et en neurosciences, on arrive à affiner un peu tout ça et à mettre en évidence d'autres périodes sensibles, comme celle dont je vais vous parler maintenant. Vous avez par exemple la période sensible de l'apparition du sourire chez le bébé. Si on ne communique pas ou qu'on n'interagit pas avec un nouveau-né, il risque de rater cette période et de ne pas apprendre à sourire. C'est donc là non seulement une période sensible, mais une période critique. Une période sensible, ça indique que l'apprentissage pourra quand même se faire plus tard, même s'il sera plus difficile. Là, si l'enfant rate cette période critique du sourire, il y a de fortes chances qu'il ne réussisse jamais à apprendre à sourire. Et c'est ce qu'on a pu observer chez certains enfants élevés dans des hospices, lorsque l'encadrement se contentait d'assurer les soins de base sans chercher à développer un lien avec le bébé. Et les bébés développaient ce qu'on appelait l'hospitalisme, c'est-à-dire une incapacité à communiquer, y compris par le sourire, avec les autres êtres humains, et ils rentraient en dépression et généralement ils se laissaient mourir. Au niveau de l'audition aussi, vous avez la discrimination des sons des différentes langues. Passé un certain âge, un enfant qui n'a jamais entendu de chinois, par exemple, ne sera plus physiquement capable d'en distinguer tous les sons. Parce que l'oreille et le cerveau se seront spécialisés dans la discrimination des sons de sa langue maternelle. Et le chinois étant l'une des langues qui a le plus de sons différents, ainsi que d'autres langues asiatiques, ça a beaucoup plus de sons différents que le français, par exemple, ou l'anglais. Eh bien, si cet apprentissage-là est manqué, cette discrimination ne se fera jamais totalement. C'est la même chose pour pour l'attachement. Excusez-moi. Attachement qui peut passer par l'allaitement, par le pot à pot aussi, et de manière générale, tout simplement par le contact entre une mère et son enfant, puis également entre un père et son enfant. Et cet attachement, donc, il se crée dès la naissance, et ça joue un rôle majeur dans la création du lien maternel, dans le lien mère-enfant.
Et c'est ce processus d'attachement, qui, s'il n'a pas lieu rapidement, s'il n'a pas lieu rapidement après la naissance, juste après la naissance, il risque de ne jamais avoir lieu. Alors, il y a moyen de réparer une relation, un lien d'attachement qui ne se serait pas fait, mais c'est extrêmement difficile. D'où l'intérêt d'aider les parents à créer ce lien dans les premiers jours, les premières semaines avec leur nourrisson. Ça passe par le contact physique, le pot à pot, l'allaitement, la parole, le regard. Mais c'est une période à surveiller. Parce que ce lien d'attachement ne se crée pas toujours facilement. Et souvent, lorsqu'il y a une dépression postpartum, c'est très difficile de créer ce lien. Et c'est donc là que les mamans en particulier, dans le bouleversement hormonal qu'elles vivent, ont besoin de tout le soutien, à la fois du personnel soignant et de leur entourage. Non pas pour les culpabiliser en leur disant « Ah, tu vois, tu n'allaites pas ou tu n'as pas forgé ce lien d'attachement. » Pas du tout, mais pour les aider à créer ce lien qui va leur faciliter les choses avec leur enfant plus tard. Autre période sensible qu'on a pu observer après la vie de Maria Montessori, c'est la vue. Un enfant qui souffrirait d'un strabisme non détecté, donc qui se met à loucher et on ne fait rien pour lutter contre ce strabisme, pourrait ne jamais développer sa vision binoculaire. Donc, entre autres, ce qui va lui permettre d'évaluer la distance des objets par rapport à lui. Et donc, même si on réussit à corriger son strabisme plus tard et à empêcher qu'il ne louche, eh bien, s'il a louché très jeune, il risque de ne jamais être capable donc d'apprécier les distances, les vitesses, et donc d'avoir beaucoup de difficultés à conduire, à faire du sport, parce qu'il sera incapable de déterminer où se trouve exactement une balle en mouvement. Donc il risque de se la prendre sur le nez, tout simplement, au lieu de pouvoir l'attraper. Et donc ça peut devenir très handicapant dans la vie quotidienne. Vous voyez que même si on réussit à corriger le strabisme, la vision binoculaire ne se développera plus après. Donc c'est très important de faire contrôler la vue de ses enfants et de ne pas laisser des problèmes s'installer trop longtemps. Alors même si, pour certains de ces phénomènes, on peut parler de périodes critiques, pour les périodes qu'avait observé Maria Montessori, c'est un terme que je n'aime pas trop. Parce que c'est vrai que les dernières recherches semblent le démontrer, la plasticité neuronale, donc la capacité du cerveau à se reformer et à s'adapter, ne disparaît pas totalement après une période sensible. Elle se contente de s'atténuer. Donc par exemple, pour cette notion de vision binoculaire, il semblerait que la plasticité cérébrale puisse subsister jusqu'à 35 ans à peu près. Donc un enfant pourrait encore, et donc un adulte, développer cette vision binoculaire jusqu'à 35 ans, évidemment avec beaucoup plus de difficultés. En revanche, après 35 ans, il semblerait que ce soit un petit peu fichu. Il y a aussi des recherches qui ont été effectuées sur la plasticité cérébrale chez les personnes âgées. Donc évidemment, elles ont moins de capacité de plasticité cérébrale, mais elles en ont tout de même un peu, et il y a des conditions de vie qui favorisent cette plasticité neuronale, en termes d'hygiène de vie, essentiellement. Donc on peut se dire qu'il n'est pas impossible de développer toutes ces compétences dont je vous ai parlé lorsqu'on a laissé passer la période idéale, et que ce sera simplement plus compliqué, plus imparfait, plus difficile. Donc je vous invite à ne pas paniquer si vous avez l'impression d'être passé à côté d'une période sensible chez votre enfant, parce qu'il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on a passé la période sensible du langage écrit que votre enfant ne pourra pas apprendre à lire ou écrire. Simplement, ce sera un petit peu plus difficile. Mais après tout, on apprend tous une deuxième, voire une troisième langue à l'école, même si on ne l'a pas apprise dans la très jeune enfance. Mais maintenant que vous êtes informé, que vous connaissez l'existence de ces périodes sensibles, vous pouvez en faire un outil formidable, en apprenant à repérer les signes qui indiquent une période sensible. Et donc voilà ce à quoi vous pouvez faire attention. Est-ce que votre enfant est très attiré par quelque chose qu'il répète encore et encore ? Et essayez de repérer le processus plus général qui se trouve derrière. Est-ce qu'il cherche à trier ? Ça, c'est le signe de la période sensible de l'ordre. Est-ce que votre bébé, par exemple, qui n'a que quelques semaines, vous regarde avec insistance ? Peut-être qu'il cherche à imiter vos expressions et que c'est le moment de sourire pour le lui apprendre.
Est-ce que votre enfant vous demande sans arrêt comment on dit, comment on prononce telle ou telle lettre qu'il pointe du doigt sur un livre? Peut-être que c'est le moment de lui présenter les lettres rugueuses. Voyez comment, en observant les signes, en les rattachant à une période sensible, en identifiant la période sensible, vous allez ensuite pouvoir lui proposer des activités adaptées. Et puis à l'inverse, est-ce que votre enfant se met à régresser dans certains domaines qui semblaient le passionner, ou des domaines qu'il maîtrisait parfaitement auparavant? Ça peut être la propreté, ça peut être plutôt la continence, j'aime pas trop parler de propreté, mais ça peut être la motricité, ça peut être le langage. Dans ce cas-là, surtout rassurez-vous, en général ça n'est que temporaire, c'est que votre enfant est en train de se concentrer sur son nouvel apprentissage. C'est la période de maturation. Et donc vous ne le voyez pas, il n'y a pas encore de signe extérieur, mais il est en train de mûrir, de faire grandir une nouvelle compétence, et donc il met de côté les autres compétences qu'il avait déjà acquises et sur lesquelles il reviendra plus tard. Ou sinon, est-ce que vous avez l'impression que votre enfant fait des caprices? Par exemple, s'il tient à poser une chose à un endroit précis, ça n'est pas un caprice en réalité, ça peut être le signe qu'il est en période sensible de l'ordre. Est-ce qu'il tient à porter lui-même son sac alors qu'il est beaucoup trop lourd? Eh bien, ce sont les activités d'effort maximal, c'est un signe de la période sensible de la motricité. Ou encore, est-ce qu'il s'arrête fasciné en regardant le sol pendant une promenade? Peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait en fait une petite fourmi dont il suit le trajet et qu'il est en pleine période sensible des petits objets. Donc chaque fois que vous vous rencontrerez ce qui vous semble être un caprice, essayez de comprendre la raison profonde derrière. Et très souvent, vous allez en fait repérer ainsi des périodes sensibles. Et là, c'est formidable parce que vous n'avez plus qu'à lui proposer les activités adaptées, des activités qui utilisent des petits objets, par exemple, pour la période sensible des petits objets. Et surtout, à le laisser explorer toutes ces nouvelles compétences qu'il est en train de développer. Évidemment, Maria Montessori, qui avait observé toutes ces périodes sensibles, a prévu justement des activités qui répondent à ses besoins profonds. Le besoin d'ordre, le besoin de coordination des mouvements, on a des activités de motricité globale qui font partie du domaine de la vie pratique. On a les activités de vie sensorielle pour le raffinement des sens. Voilà, on a plein de belles choses à pouvoir proposer à notre enfant. Et lorsqu'on sait dans quelle période sensible il est, on a davantage de chances de susciter son intérêt avec les activités qu'on va lui proposer. Et ça va être la clé de son attention et de sa concentration. C'était un gros morceau que l'on a abordé aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.